La cosmogonie bantoue. Les bantous distinguent les disciplines philosophiques des sciences naturelles. La métaphysique bantoue. Nous allons parler de la métaphysique bantoue. Nous allons parler de la science des bantous et de la connaissance des bantous. Les notions transcendantales et universelles de l'être et de sa force, de l'action, des rapports et des influences réciproques des êtres constituent la philosophie bantoue. Le peuple bantou, nos ancêtres, leur vie était plongée que dans la métaphysique, ça veut dire dans le monde invisible, ce qui veut tout simplement englober la spiritualité. Le peuple bantou, sa philosophie n'était que spirituelle. C'est là on reconnaît un peuple spirituel, un peuple sacré. Ce domaine est ouvert à l'intelligence commune de tout Muntu normal. Si l'on voulait ridiculiser cette philosophie en traçant une caricature infantile, en objectant que ces conceptions ne reposent pas sur la rigueur de l'expérience scientifique, il faudrait prendre garde de ne pas se fourrer dans des arguments plus ridicules que la prétendue stupidité des primitifs. Notre philosophie se base-t-elle sur l'expérimentation scientifique? Relève-t-elle de l'analyse chimique, de la mécanique ou de l'anatomie? Les sciences naturelles ne peuvent renverser une philosophie, comme elles sont incapables de la créer. Nos aïeux possédaient une philosophie systématisée que les sciences modernes les plus poussées n'ont pas entamée. Or, nos ancêtres parvinrent à leur intelligence de l'être, alors que leur connaissance scientifique expérimentale était fort pauvre et défectueuse, sinon totalement erronée. L'instrument de la science positive est l'expérience sensible, tandis que la philosophie se dégage de la méditation intellectuelle sur des données générales. Mais il n'existe pas d'instrument enregistrant l'âme, ce qui n'exclut pas que des expériences peuvent être faites pour fournir à l'intelligence la preuve raisonnable de l'existence de l'âme spirituelle. Évidemment, les expériences des sciences naturelles, comme d'ailleurs les observations générales du philosophe, doivent être faites avec discernement, méthode et analysées d'après une logique saine. Ceci suppose toutefois que l'on ne mette pas en cause la valeur objective de la connaissance intellectuelle. Heureusement, nos primitifs, pas plus que nos subévolués, ne sont pas encore torturés du doute au sujet de la réalité des connaissances intellectuelles, ni de la validité du raisonnement humain. Les principes généraux et la notion de l'être sont fondés chez nos bantous en se plaçant à leur point de vue subjectif sur l'argument d'autorité sur leur propre inspection de la constitution de l'univers. Et c'est pourquoi je présume qu'elle pourra se retracer chez tous les non-civilisés. On nous fait comprendre le peuple bantou quand ils sont venus nous mettre en esclavage. Le peuple bantou était déjà civilisé. On n'a pas besoin de venir civiliser le peuple bantou. Parce que quand les Européens sont venus voir le peuple bantou, ils ont trouvé un peuple civilisé. C'est pour ce motif encore qu'elle subsiste chez les indigènes éduqués et chez nos convertis. La conception générale que l'on peut avoir des êtres et la connaissance que l'on peut avoir des qualités particulières de chaque être sont choses distinctes. Il ne relève plus de la philosophie proprement dite de définir un être particulier en décrivant son essence spécifique, son énergie, ses facultés, ses propriétés. Ceci nous reporte dans le domaine des sciences naturelles.
Et l'on peut poser la question de savoir si, dans nos sciences naturelles modernes, l'unanimité s'est faite et si le dernier mot a été dit au sujet de la nature des diverses forces naturelles que l'on a pu découvrir jusqu'à ce jour. Chez les Bantous, on retrouve similairement la même divergence de vue et la même ignorance lorsqu'il s'agit de la connaissance imparfaite similaire roman des objets concrets en présence. Eux-mêmes concèdent qu'il y a beaucoup de mystères non élucidés. Qui peut connaître toute chose, sinon Dieu, ainsi disent nos noirs. C'est Dieu qui peut donner un nom à toute chose, parce qu'il connaît les êtres. Voilà pourquoi les applications pratiques de la philosophie bantoue aux nécessités quotidiennes de la vie, aux pratiques magiques. Les pratiques magiques, ce n'était pas de la magie, c'était les Européens quand ils sont venus voir le peuple bantou, la sagesse du peuple bantou, ils disaient c'était de la magie. Vous comprenez? La connaissance du peuple bantou, ils disaient c'était de la magie. Peuvent différer d'après les tribus et régions. Voilà pourquoi on peut trouver des procédés apparemment contradictoires d'une contrée à l'autre, mais qui au fond ne sont que des applications variées des mêmes principes généraux de la philosophie bantoue. Il est pourtant des êtres qui sont connus d'après leur nature propre. Ainsi qu'il a été dit déjà ci-dessus, les Bantous distinguent des êtres visibles, l'apparence extérieure et l'être lui-même, qui a une force et une nature invisibles. Le peuple bantou avait une notion métaphysique de l'être humain extrême. Cependant, cette force non perspectible peut se concentrer ou se manifester plus particulièrement dans une partie de la chose sensible. La force vitale peut être condensée, nouée et peut s'extérioriser dans ce que nous pourrons nommer un nœud vital ou un centre vital. Ce nœud, ce centre vital, cette manifestation particulière de la force vitale est nommée Kinjimba par les Baluba. Une bête sera percée de 10 flèches sans succomber, tandis qu'une autre bête est abattue au premier trait. C'est parce que cet unique trait a touché le centre vital, ou l'un des centres vitaux. Pourquoi le crocodile est-il si redoutable? Où réside sa force vitale meurtrière? Sinon dans son œil toujours aux aguets et auquel rien n'échappe. Voilà les connaissances. Voilà la connaissance et les sciences naturelles du peuple bantou. Elle était basée sur la métaphysique, sur la spiritualité de l'âme. Là, nous sommes pour l'instant dans la cosmogonie des Bantous, dans la métaphysique. Et le symbole, l'instrument animé de la force vitale, destructrice de Maître Lion, où est-il? C'est évidemment dans sa redoutable canine qu'il faut la localiser. Il est donc fort naturel, du point de vue du noir, que quiconque veut s'approprier la force vitale d'un être inférieur, ou en faire usage, essaie de se procurer un semblable Kinjimba, qui lui fournit le lien matérialisé entre ce être et lui-même. C'est d'ailleurs le Kinjimba que l'on retrouve comme élément principal, comme principe actif, comme source d'énergie dans tous les Mwanga. La connaissance de certaines forces spécifiées et partant les Bijimba correspondant est répandue de manière relativement uniforme parmi tous les Bantous. Ce sont les Bijimba d'êtres
particulièrement puissants, destinés à ajouter leur force pour l'accomplissement de certaines activités courantes, telles que la chasse ou la pêche. Dans ces métiers, il s'agit expressément de mesurer son influence vitale avec celle d'un autre être vivant. Et il y a une lutte des forces vitales entre le chasseur et le gibier. Il s'agit donc d'être fort dans le combat et de s'annexer toutes les forces offensives, même celles provenant d'êtres inférieurs, pour s'assurer la puissance de détruire le gibier. Il existe quelques lois générales permettant de connaître et de découvrir les forces et influencer et les influences vitales de certains êtres. Ce sont ces principes que certains auteurs présentent comme principes actifs, comme principes de causalité de la magie. En réalité, ce ne sont pas les causes actives de la magie ou de l'utilisation des forces naturelles. Ce sont de simples méthodes d'investigation permettant de découvrir et de connaître ces forces naturelles. Ce que les Européens appelaient la magie chez le peuple bantou, c'était pas de la magie. C'était que de la métaphysique. Dire que le peuple bantou faisait le culte des ancêtres, c'est rejeter même l'histoire du peuple bantou. C'est nier même l'identité du peuple bantou. C'est être l'ennemi du peuple bantou. Ainsi a-t-on pu lire similia, similibus, curantur. Les ethnologues s'expliquent en affirmant qu'une force agit par similitude ou par concordance. Je crois avoir expliqué à suffisance que cette similitude ne peut être le fondement causal de l'influence vitale. Mais la ressemblance entre la force meurtrière du lion ou du crocodile et les intentions qui animent le chasseur ou le pêcheur porte les Noirs à conclure que les forces de ces grands carnassiers peuvent être utilisées dans l'exercice du métier de chasseur ou de pêcheur, ou mieux dans la lutte qu'ils entreprennent respectivement contre le gibier et contre le poisson. Une autre loi veut que l'être vivant exerce une influence vitale sur tout ce qui lui est subordonné, sur tout ce qui lui appartient. C'est pourquoi toute atteinte à ce qui dépend d'une personne sera considérée, comme nous l'avons déjà signalé, comme une diminution d'être de cette personne elle-même. Toute propriété est riche en influences mystérieuses, dit Burton dans l'âme Luba. Le fait qu'une chose ait appartenu à quelqu'un, qu'elle ait été en étroite relation avec une personne, fait conclure au Bantou que cette chose participe à l'influence vitale de son propriétaire. C'est ce que les ethnologues aiment désigner comme magie par contact. La connaissance du peuple bantou était plus métaphysique. C'était sur l'étude. Le peuple bantou, c'était un peuple qui ne perdait jamais le temps à comprendre la nature. Il voulait à tout prix, ou nos ancêtres, ils cherchaient sans cesse à connaître la nature, à connaître c'est quoi la vie. Une troisième loi permet aux Bantous de reconnaître, de découvrir dans certains cas les forces vitales. Ou les influences vitales. La parole et les gestes de l'homme vivant sont considérés plus que toute manifestation comme l'expression formée de son influence vitale. Dans le
la métaphysique, dans la connaissance, dans la science du peuple bantou. La parole est sacrée. Les gestes, les postures du peuple, les postures d'un être humain sont sacrées. Dès lors, si les paroles ou les gestes sortent des effets fastes ou néfastes en s'appliquant sur une personne déterminée, on peut en déduire que telle personne exerce son influence vitale, soit en bien, soit en mal, sur telle autre personne. Ce qu'on a coutume de désigner comme magie du désir exprimé, ou magie par mimimique, ou comme magie d'imitation, désigne ce genre de manœuvre. Mais ici encore, ce ne sont ni les mots ni la mimique qui exercent un pouvoir. Ce ne sont que des signes qui extériorisent l'action de l'influence vitale et la font connaître à des tiers. Ces trois principes peuvent être, s'en trouve-t-il d'autres? Fixe les règles de la recherche de la connaissance des forces concrètes et des influences vitales émanant des objets particuliers. Ce sont en quelque sorte les lois de la connaissance des sciences naturelles chez les Bantous. Ce sont des critères et nullement des causes. De ce qui précède, il nous est possible de faire le départ entre les principes et lois considérés comme absolus et inaltérables par les Bantous eux-mêmes et le domaine de la science particulière où l'on tâtonne dans le relatif, l'incertitude et les aléas. Les notions générales exposées dans le chapitre 2 de cet ouvrage sont aux yeux des Bantous des éléments absolus et invariables. Leur conception philosophique et ontologique, en tant qu'applicable à l'être en soi, ont pour eux une valeur absolue et nécessaire, ne tolérant point d'exception. Ce serait par conséquent une remarque mal fondée que de prétendre que les conceptions et principes des Bantous sont essentiellement variables, incertaines et arbitraires. C'est exactement l'opposé qui est vrai, du moins si l'on se place correctement à leur point de vue subjectif. Leur métaphysique comme la nôtre n'énonce que des lois universelles immuables. Même les lois générales de la connaissance naturelle, de la physique, ont un caractère de validité générale. À l'instar des trois critères pour la connaissance des êtres forces et de leur influence. Cependant, lorsque l'on descend sous le plan de la connaissance particulière, nos Bantous admettent que l'on se trouve dans le domaine des approximations et des suppositions, dans le domaine de l'art et du doigté. C'est ainsi que pour savoir quelle influence vitale particulière a entamé un homme, au point de le rendre malade, on s'en va prendre l'avis d'un spécialiste doué d'une connaissance supérieure de l'interférence des forces. De même, pour savoir quel sera le Kinjimba, susceptible de ravigoter cette personne altérée, il ne convient pas de s'en remettre à son seul savoir, non plus que de ce à l'avis du premier venu. Dans des cas pareils, il est sage de recourir au devin, fier comme il n'est pas donné à tout le monde de pouvoir tirer les cartes et de lire dans la main. Il n'est pas devin qui le veut. L'exercice, cet art suppose une connaissance spéciale, ou plus précisément la force de la connaissance.